sujet, puisqu'on va aller dans les désordres mastocytaires et dans le dosage de la tryptase. Donc on est vraiment plus dans le général que dans la dermato. Donc pour commencer, on va parler un peu de ce qu'on entend par désordre mastocytaire, et après on va faire un focus sur la mastocytose, un focus sur l'alpha-tryptasémie héréditaire, et puis vous allez voir le syndrome d'activation mastocytaire, ça peut tenir en 2 diapos pour avoir des idées vraiment claires là-dessus. Donc, comme introduction, je vais vous parler un tout petit peu du mastocyte, puisque ça tourne autour de cette cellule. C'est évidemment une cellule absolument fantastique et passionnante. Vous allez avoir, donc j'ai demandé au professeur Elfassi de vous mettre en libre accès l'ensemble de mes présentations de ces 3 jours, parce qu'après chaque présentation, vous avez des diapos en annexe, et en fait, vous avez de vrais mini-cours avec beaucoup de compléments, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller autant en détail que ce que j'aimerais. Donc le mastocyte, retenez que c'est une cellule immune qui est donc d'origine hématopoïétique, et le plus important, c'est qu'elle quitte la moelle à un stade immature, et elle va se maturer dans les tissus. Donc en fait, en fonction de l'environnement qu'elle va trouver, elle va pouvoir donner des cellules matures très différentes. Et puis, en fait, on a l'habitude de penser aux mastocytes comme effecteurs de la réaction allergique, mais en fait, ce sont de vraies cellules immunitaires. On a un tout petit peu touché hier, avant-hier, le sujet de la défense anti-infectieuse et antitoxinique par les mastocytes. On a aussi une défense antivirale, antibactérienne. Ce sont vraiment des cellules extraordinaires. Deuxième question qu'on doit aborder dans cette introduction, pourquoi on parle de désordre mastocytaire? En fait, c'est un peu un cache-misère, parce que dans ce domaine, on avait jusqu'à il y a quelques années, je dirais, quelques certitudes, et puis ça allait très bien. On avait la mastocytose, et puis on n'avait rien d'autre. Actuellement, on a des maladies, on a des choses, des entités qu'on ne sait pas classifier, et puis on a ce qui s'appelle en anglais une condition, qu'en français on appellerait une anomalie, mais déjà on est un peu loin, c'est l'alpha-tryptasémie héréditaire. Donc, par désordre, nous, dans ce cours, on a décidé d'englober toutes ces situations dans lesquelles les mastocytes font parler d'eux. Et vous allez voir qu'on va essayer de démêler tout ça. Donc, ici, sur cette diapo, vous avez une classification qui est relativement facile, qui est simple à comprendre et qui reste quand même tout à fait juste des pathologies, donc des maladies liées aux mastocytes. On peut les classifier en primaire ou intrinsèques, secondaires et évidemment la catégorie des idiopathiques qui sont juste des maladies qui attendent d'avoir une cause identifiée. Dans les pathologies primaires liées aux mastocytes, on a évidemment la mastocytose, et puis on a d'autres pathologies qu'on n'abordera pas aujourd'hui, ou très peu, mais dont j'aimerais que vous ayez entendu parler aujourd'hui. Dans les pathologies secondaires ou extrinsèques, on a évidemment toutes les allergies, on a ensuite des syndromes d'activation mastocytaire, on a les réactions médiées par... Donc là, le défi est de prononcer très vite et très correctement MRGPRX2. Donc c'est le nouveau... En fait, c'est un récepteur fabuleux qui est un récepteur de l'immunité innée et qui fait réagir le mastocyte à des produits qui sont chimiquement non apparentés, mais avec des tableaux qui sont identiques aux réactions IgE médiées. On a exactement la même dégranulation, la même activation, mais sans IgE, sans IgG, c'est un phénomène inné. Et puis, on a même des maladies associées à l'activation par le complément. Et puis, dans les idiopathiques, ben, vous les connaissez, on a de l'anaphylaxie, des angioïdèmes, des urticaires, et puis le MCAS, ou SAMA, si vous préférez la variante française, idiopathique. Donc ça, je me suis attardée un peu dessus parce que c'est une classification qui est quand même récente, vous voyez, de 2021, qui est signée par des personnes tout à fait compétentes et qui reste facile à comprendre. Maintenant, si on passe, donc je vais vous montrer énormément de données issues des travaux de l'ECNM, donc
le réseau de compétences européen en pathologie mastocytaire qui s'est depuis peu associé à un groupe similaire de l'Académie américaine. Et donc en fait là-dedans, on a principalement Peter Valent, donc c'est pas Valenta, c'est Valent de Vienne, qui travaille avec Michel Larocque, avec Olivier Hermine et avec les Américains, et qui en fait ont énormément complexifié, à juste titre, pour bien stratifier le risque et la prise en charge, mais en fait, quand vous regardez, quand vous lisez leurs articles, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, avec une nuance hématologique très importante. Donc, les mêmes pathologies, on va les classifier en hyperplasie mastocytaire, qui en réalité n'est pas vraiment une pathologie, la mastocytose avec plusieurs formes qu'on va revoir, qu'on va décliner dans les diapos qui suivent, la leucémie myélomastocytaire, le syndrome d'activation mastocytaire avec ses différentes formes, primaires, secondaires, etc. On y revient. Donc, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à utiliser des classifications plus simples qui permettent de comprendre avant de retourner à des descriptions plus détaillées. La mastocytose, on va commencer par cette entité parce que je l'ai appelé le vaisseau amiral des pathologies mastocytaires et des désordres mastocytaires, c'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui est décrit depuis quelques dizaines d'années et qui nous permet a priori de mettre un pied avec une certaine, je dirais, assurance dans les pathologies mastocytaires. Donc vous avez quelques diapos sur lesquels j'ai laissé à gauche la copie, la copie d'écran de l'article cité, et à droite, donc j'ai mis en français ce à quoi ça correspondait. Donc les critères diagnostiques de l'OMS de 2016 sont toujours en vigueur. Il n'y a pas de mise à jour officielle. Il y a des propositions, il y a des ajouts éventuels, des nomenclatures qui ont un peu varié, mais officiellement, nous sommes toujours dans cette classification de 2016 qui parle de 2 ou 3 entités, si vous voulez, la mastocytose cutanée, la mastocytose systémique et le sarcome mastocytaire. Après, dans chacune de ces catégories, vous avez plusieurs sous-catégories. Alors, pour la mastocytose cutanée, comme tout le monde la considère comme assez simple et de bon pronostic, et en plus, quand elle survient chez les enfants, souvent, elle disparaît d'elle-même, on la cite, mais s'il y a juste une mastocytose cutanée sans envahissement de la moelle ou d'un autre organe, globalement, on en parle peu ensuite dans les articles qui s'adressent à la mastocytose. Et la mastocytose systémique, qui est donc la catégorie la plus importante, dans la classification de l'OMS, on a la mastocytose systémique indolente, donc ISM, la mastocytose systémique latente en français, smoldering en anglais, donc SSM, des mastocytoses systémiques associées à des pathologies clonales hématologiques non mastocytaires, donc ça c'est important et ça vous suggère la réalité du fait que la mastocytose est une pathologie néoplasique, la leucémie à mastocytes qui est évidemment une situation grave et le sarcome mastocytaire qui est très rare et de très mauvais pronostic. Pour les critères diagnostiques de la mastocytose systémique, je fais cette diapo parce que je pense qu'il est important de les reprendre, parce que tout le monde y fait référence, mais finalement, on ne les reprend jamais in extenso. Donc, pour dire qu'un patient a une mastocytose systémique, il faut avoir un critère majeur et un mineur, ou 3 critères mineurs minimum. Le critère majeur, c'est la présence, donc est un critère d'Anapat, il faut avoir un infiltrat qui est dense et multifocal de mastocytes, avec plus de 15 mastocytes agrégés sur une biopsie ostéomédulaire ou sur des sections d'un site extramédulaire atteint. Et parmi les critères mineurs, on a plus de 25% de mastocytes atypiques, on va voir des exemples tout à l'heure sur les photides de moelle osseuse, la présence de la mutation du gène KIT, avec notamment la mutation D816V dans la moelle ou dans un organe, l'expression de marqueurs d'activation, CD2 ou CD25, sur les mastocytes médulaires ou circulants ou d'un organe, et dans le cas où on n'a pas une autre néoplasie myéloïde, on peut utiliser la tryptase basale supérieure à 20 microgrammes par litre, ou 20 nanogrammes par millilitre selon les préférences du laboratoire local, comme critère mineur de mastocytose.
Donc si vous avez l'infiltrat de mastocytes et une tryptase basale supérieure à 20, vous avez une mastocytose systémique. La clinique et les bases de la mastocytose systémique, en fait, je vais aller relativement vite parce que je les ai, je dirais, pompées sur le site d'Orphanet en français. Alors attention, même sur leur site, ils disent bien vous avez une mise à jour qui est plus récente dans la version anglaise. Mais bon, je pense que pour les bases, c'est important et c'est toujours vrai de savoir que la mastocytose systémique elle-même, c'est une maladie qui est vraiment rare, avec 1 sur 20 000 à 1 sur 40 000 en population générale. En théorie, pas de différence entre les sexes, principalement chez l'adulte, et que c'est en fait une mutation acquise qui va affecter non pas un progéniteur mastocytaire, mais un progéniteur hématopoïétique, c'est-à-dire qu'on va avoir la mutation KIT D816V dans plusieurs lignées hématologiques, pas seulement dans les mastocytes, et c'est donc vraiment une néoplasie. Pour la présentation clinique, en fait, les signes sont dus à la libération des médiateurs mastocytaires, qui sont donc bien sûr l'histamine, la leucotriène, comme dans l'allergie, avec des manifestations qui peuvent être des manifestations allergiques, mais aussi des syncopes, des céphalées. On va revoir tous ces signes un peu plus tard. Et plus important encore, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome tumoral. Donc, on entendait parler hier d'un syndrome tumoral dû à la prolifération des éosinophiles. On a la même chose pour la prolifération mastocytaire, en fait. Et donc, on peut avoir des anémies, des cytopénies à cause de la prolifération médulaire, splénomégalie, digestive, ostéoarticulaire, etc. Donc, toujours pris sur le site d'Orphanet. Vous avez aussi ici, et on ne va pas le détailler un par un, mais je pensais que c'était important de vous donner ce tableau, parce que ce sont des questions qu'on se pose. Quelle est la fréquence de chacune de ces anomalies dont on parle quand on a un patient qui a une mastocytose systémique? En fait, la plupart des patients avec une mastocytose systémique ont bien des lésions cutanées, avec une mastocytose cutanée associée. La splénomégalie n'est pas très fréquente. Par contre, ce qui est relativement fréquent, c'est l'élévation de la tryptase, supérieure à 15, supérieure à 30, voire supérieure à 100 dans certains cas. La mutation KIT D816V dans les leucocytes du sang périphérique. Donc on a quand même des signes relativement fréquents. Ici, je vais vous faire défiler quelques images. Donc on commence par quelque chose de simple, avec l'aspect normal d'un mastocyte, enfin des mastocytes dans la moelle. Donc une cellule qui est granuleuse, qui est ronde, qui est bien jolie. Là aussi, donc on voit un noyau, on voit un cytoplasme qui est très foncé à cause des granules. En bas, sur les deux images, vous avez des mastocytes fusiformes, donc qui sont isolés, qui sont vus de très près. Donc quand ils sont fusiformes, ça s'appelle une atypie de type 1, et c'est déjà une anomalie. Ici, vous avez des exemples d'hyperplasie mastocytaire. Alors, à chaque fois, vous avez une coloration en Giemsa quand c'est un peu bleuté, et une coloration de la tryptase, donc qui identifie les mastocytes, quand vous avez cette espèce de fond un peu blanchâtre avec juste des points ou des couleurs un peu marron. Et en fait, vous voyez que dans l'hyperplasie mastocytaire, on a effectivement un peu plus de mastocytes, mais pas tant que ça. Quand vous comparez avec, ici en dessous, C et D et E et F, on a une mastocytose systémique indolente, donc quelque chose que certains patients portent sans même en être au courant, avec donc plus de mastocytes qui tendent à se regrouper. Donc vous les voyez bien sur la coloration de la tryptase. C'est très joli sur la coloration Giemsa aussi, mais je pense que vous le voyez mieux sur les écrans qui répercutent que sur le grand écran. Ici, donc, vous voyez tout de suite quand même des aspects qui sont vraiment plus inquiétants, avec une hypercellularité, avec des atypies, donc des mastocytes qui sont vraiment pas normaux, qui ont donc aussi une hypogranulation, qui ont donc toujours des formes fusiformes, et surtout ici, cet aspect blastique. Alors l'aspect blastique, ce sont des cellules très jeunes. Donc les blastes, c'est ce qu'on a dans les leucémies, et c'est effectivement le pire des cas auxquels on peut être confronté. Juste un petit mot
pour la prise en charge. Pour vous dire que cette prise en charge de la mastocytose, elle est de plus en plus personnalisée. Ici, sur cette diapo, j'ai juste un exemple pour une mastocytose systémique avec un syndrome d'activation mastocytaire. Donc, toujours notre ami Peter Valent, une publication de cette année. Donc, en fonction de ce que votre patient présente, vous allez d'abord, de manière tout à fait intuitive, lui conseiller d'éviter les facteurs déclenchants. Vous allez pouvoir lui mettre des antihistaminiques, éventuellement des anti-H1, éventuellement des anti-H2. Et puis, en fonction de ce qui se présente comme tableau clinique, vous allez pouvoir rajouter, donc de manière étagée, un inhibiteur de la pompe à protons, un chromoglycate, du kétotifène, de l'aspirine, etc., 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 jusqu'à la désensibilisation vis-à-vis des venins d'hyménoptères, la biothérapie par l'omalizumab, et puis en dernier, des anticorps monoclonaux ou des thérapies plus agressives. Si on devait résumer, en fait, c'est un peu comme dans d'autres cas, on a des formes qui sont légères, qu'on peut appeler prédiagnostiques, qui ensuite vont être indolentes, mais commencent quand même à s'exprimer. Ensuite latentes, agressives, et puis dans le pire des cas, la leucémie à mastocytes. Dans cet ordre-là, on a un disease burden, donc comment on dit ça en français, une charge mastocytaire qui est augmentée avec une agressivité de la maladie qui est augmentée. On a un syndrome tumoral qui augmente également, et on a donc des signes qui sont au début éventuellement bénins, enfin qu'on peut négliger. Oui, alors ça me gratte, j'ai un érythème, je fais de l'urticaire, et puis ça finit, donc ça passe à l'anaphylaxie, et puis ça finit à l'ostéolyse, aux fractures pathologiques, etc. Et ne pas oublier que quand on parle de mastocytose, on ne parle pas juste d'une accumulation de mastocytes. On parle vraiment d'une maladie néoplasique, hématopoïétique, qui quand même si elle peut avoir une espérance de vie similaire, enfin quasiment inaltérée dans certaines formes, est quand même quelque chose d'inquiétant. On va parler à l'alpha-tryptasémie, on va passer à l'alpha-tryptasémie héréditaire, alors qui est une entité qui a été décrite à partir de 2014-2016. Donc sur cette diapo, vous avez un résumé, donc une carte de visite. Je pense que les éléments les plus importants, c'est que la prévalence présumée de l'alpha-tryptasémie selon les études qui ont été faites jusqu'à présent, donc il y en a quand même quelques-unes, principalement aux États-Unis, en Autriche et au Royaume-Uni, on est jusqu'à 7,5% de prévalence de l'alpha-tryptasémie dans une population générale. Dans les autres études, on a pu atteindre 4 à 6% des sujets, alors c'est principalement d'ascendance caucasienne, certains disent donc plutôt 8%. La cause, c'est la présence d'allèles surnuméraires qui vont coder pour la tryptase alpha. Donc ça, on va le voir en détail dans les diapos suivantes. La transmission est autosomique dominante, mais à pénétration incomplète. On a une clinique variable qui va de rien à plein de choses. Une autre notion très importante, la biologie. La tryptase basale est supérieure à 8. Et même, pour certains, on devrait ouvrir l'œil à partir de 6 ou de 7. Donc c'est une notion qui est vraiment intéressante parce que ça veut dire que si on veut entre guillemets, détecter l'alpha-tryptasémie héréditaire, la seule approche qu'on peut avoir en dehors de symptômes finalement non spécifiques est de doser la tryptase. Donc sans vouloir tirer la couverture aux biologistes, mais enfin quand même. Le diagnostic de certitude, c'est une PCR digitale, double digitale d'ailleurs, qui n'est pas encore disponible en routine, mais qui commence à être mise en place il y a actuellement à peu près au moins un centre dans chacun des pays d'Europe, en tout cas aux États-Unis, etc. Ce qui nous intéresse, nous, pour l'hyperalpha-tryptasémie, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Un, on a un risque accru d'anaphylaxie, quelle qu'en soit la cause, quand on a une hyperalpha-tryptasémie, enfin une alpha-tryptasémie héréditaire. Et la deuxième raison est que
les désordres mastocytaires et l'alpha-tryptasémie peuvent s'associer avec d'autres anomalies des mastocytes, donc dans notre cas, les syndromes d'activation mastocytaire ou la mastocytose elle-même. Ça, c'est un petit graphe sur lequel on va revenir dans le topo sur la tryptase qui suit. Alors, je vous ai promis de vous parler des gènes des tryptases. Donc, on en parle ici. En fait, tryptase, on a quatre isoformes, la gamma, la bêta, l'alpha et la delta. Et tout ça, en fait, donc gamma et delta, vous oubliez, bêta et alpha. Elles sont codées par deux loci qui sont situés dans ce qu'on appelle une région subtélomérique du chromosome 16. Pourquoi c'est intéressant de dire qu'elle est subtélomérique? Parce qu'en fait, en subtélomérique, on a plus de variabilité, donc plus d'instabilité. Et en fait, sur ces deux loci, donc chacun d'entre nous a deux chromosomes, donc 4 loci au total, il y en a un qui contient obligatoirement une isoforme bêta et un qui contient au choix une isoforme alpha ou une isoforme bêta. Donc, si on a un bêta et un alpha, les isoformes, les haplotypes normaux vont être alpha-bêta ou bêta-bêta, mais jamais alpha-alpha. Dans l'alpha-tryptasémie héréditaire, qu'est-ce qui se passe? On a des allèles, une duplication des allèles TPSAB1 avec des alphas toujours présents à chaque fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au maximum un bêta et un alpha sur chaque chromosome, on va avoir donc toujours un bêta et puis 2, 3, parfois 4, parfois 5 allèles alpha. Donc on a une surreprésentation de ces allèles qui sont fonctionnels, donc qui font produire de la tryptase, et ça se reflète sur le niveau de tryptase basale. Donc je vous... Oups. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc en fait, comme on voit ici, si on regarde la tryptase basale, chez les sujets normaux, donc comme nous, on va dire, ou en tout cas comme 90-95% de la population générale, la médiane de la tryptase basale tourne autour de 4. Quand on a un allèle surnuméraire alpha, on est déjà entre 7,5 et 30 avec une médiane à 15. Et puis pareil pour les autres situations, plus on augmente le nombre d'allèles alpha surnuméraires, plus on augmente le niveau de la tryptase basale. Et vous voyez qu'on arrive très vite dans des niveaux qui sont comparables à ceux vus dans certaines mastocytoses systémiques. Alors, j'ai souligné ici, et je pense que c'est intéressant, quand on a des tryptases basales élevées sans un nombre augmenté d'allèles alpha, on le dit de plus en plus. Donc on le disait déjà en 2021 et on le répète de plus en plus fort en 2022, une tryptase basale élevée sans cause retrouvée est vraisemblablement liée à un processus clonal myéloïde actuellement inconnu. Donc c'est vraiment pas drôle, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère d'avoir une tryptase qui est augmentée. Alors, les symptômes de l'alpha-tryptasémie héréditaire, il y en a un paquet qui a été rapporté. Donc, évidemment, atopie, gastro-intestinale, la peau, le squelette, etc. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on ne parle pas de maladie pour l'alpha-tryptasémie héréditaire, une étude qui a été faite sans le biais de sélection des patients vus en allergo ou pour une suspicion d'anomalie mastocytaire. Donc c'est une étude qui a été faite à partir de banques de sang. Il n'y aurait pas de différence de la prévalence de ces symptômes dans les pathologies. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est maintenant connu, c'est que l'alpha-tryptasémie héréditaire est un marqueur génétique validé pour le risque de symptômes sévères liés à la dégranulation mastocytaire au cours des mastocytoses. Et donc en fait, j'espère que vous voyez sur ce tableau, donc en fait c'est une étude qui a été elle aussi publiée l'année dernière, donc avec des résultats dans une cohorte de découverte et ensuite validés dans la cohorte de validation. Donc on a des mastocytoses cutanées, des mastocytoses dans la peau. Alors ça c'est
typiquement une des catégories qui sont apparues après la 2016, mastocytosis in the skin, ça veut dire donc des patients qui ont une mastocytose cutanée, ou en tout cas des lésions typiques de mastocytose cutanée, mais pour lesquelles l'exploration médulaire n'a pas été faite. Donc on est sûr qu'ils ont une mastocytose cutanée, on n'a pas pu éliminer la présence d'une mastocytose médulaire et donc d'une mastocytose systémique. Et ensuite, dans les mastocytoses systémiques prouvées, les indolentes, les sévères et les avancées. Et donc, en fait, quand vous regardez la prévalence de l'alpha-tryptasémie, on a 12% seulement dans les mastocytoses cutanées, mais on passe tout de suite aux alentours de 20% dans toutes les autres formes de mastocytose, sauf peut-être ici donc la mastocytose avancée, et on a les mêmes niveaux qui apparaissent dans la cohorte de validation. Et donc ça, en fait, c'est très intéressant parce que quand vous regardez le pourcentage d'alpha-tryptasémie, on a une surreprésentation quelles que soient les formes de mastocytose, alors que dans la population générale, en fait, on n'a pas grand-chose. Et de la même manière, on n'a pas grand-chose dans les leucémies myéloïdes chroniques et d'autres anomalies myéloïdes testées. Et en fait, regardez d'une autre manière, on a la même chose. Si vous regardez parmi les patients qui n'ont pas d'hyperalpha-tryptasémie, en fait, on a une distribution des pathologies qui est relativement similaire. Par contre, quand vous regardez ceux qui ont plus de 3 duplications, on est quasiment uniquement dans les mastocytoses systémiques, sans mastocytose cutanée seule. Donc on a vraiment une tendance vers des formes plus graves. Ça aussi, c'est un tableau que j'aime beaucoup. Je vous ai surligné ce qui était intéressant. Donc l'idée était de comparer les différentes caractéristiques cliniques en fonction de l'absence ou de la présence de l'hyperalpha-tryptasémie, donc toujours chez des patients qui ont une mastocytose. Et donc en fait, on a évidemment non seulement une prédominance plus importante de la mutation KIT D816V, mais aussi beaucoup plus d'allergies chez ceux qui ont une hyperalpha-tryptasémie, avec notamment des allergies aux piqûres d'hyménoptères, oui, plus de 80% de patients qui ont une hyperalpha-tryptasémie ont une allergie au venin d'hyménoptère, contre quand même 50% parmi ceux qui n'en ont pas et qui ont une mastocytose. Les symptômes liés à la dégranulation mastocytaire, donc pareil, beaucoup plus quand vous avez une HAT, et très intéressant, et on n'en parle pas encore beaucoup, les symptômes cardiovasculaires. Donc les symptômes cardiovasculaires aussi augmentent quand vous avez une alpha-tryptasémie héréditaire. Et vous voyez ici, donc juste sur ce petit graphe ici, quand vous avez une hyperalpha-tryptasémie, vous êtes à pratiquement 40% de prévalence des symptômes cardiovasculaires sévères chez ces patients avec une mastocytose. 2 mots sur les syndromes d'activation mastocytaire, SAMA, ou Mast Cell Activation Syndrome, MCAS. Je vous ai dit que j'allais être brève là-dessus. J'ai une diapo à vous montrer. Si vous vous posez la question d'un SAMA, vous reprenez cette diapo, et si vous cochez les 3 cases sur la gauche, vous avez le diagnostic. Si vous ne cochez pas les 3 cases sur la gauche, vous n'avez pas le diagnostic. Ça, je pense qu'on ne peut pas être plus simple et plus clair. Donc, il vous faut des symptômes qui sont évocateurs d'une dégranulation mastocytaire. Il vous faut avoir prouvé la dégranulation mastocytaire avec un dosage de la tryptase, enfin avec 2 dosages de la tryptase. Et il vous faut avoir démontré l'effet clinique des traitements qui empêchent la dégranulation mastocytaire. Si vous avez ces 3 critères, vous avez votre MCAS. Si vous en manque un ou la moitié d'un, vous n'avez pas votre diagnostic. Donc on discute, on en fait je dirais, des salades, des pizzas, tout ce que vous voulez sur le MCAS.
il n'y a aucune raison de discuter. Vous avez ces 3 critères, c'est bon. Vous ne les avez pas, c'est pas bon. Ça, c'est juste pour vous dire que vous répétez, et donc on ne va pas s'y attarder, que quand vous avez un désordre mastocytaire, il peut s'associer à toute autre anomalie. Et ici, un algorithme qui est un peu plus détaillé sur le MCAS. Donc, si vous avez des symptômes évocateurs et vous avez mis en évidence l'élévation transitoire de la tryptase, ou si vous avez de la chance de l'histamine, et vous avez prouvé l'efficacité des traitements, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez votre diagnostic de MCAS, vous allez plus loin, vous allez chercher, donc là on est encore dans la théorie et dans un monde idéal, l'HAT et éventuellement le D816B, et si c'est positif, eh bien vous avez un MCAS primaire, et si c'est négatif, vous avez un MCAS qui est a priori secondaire ou idiopathique, en tout cas sans une mutation identifiée. Donc ça, ce sont différents algorithmes que vous aurez après. Je pense que ce n'est pas la peine de rester là-dessus. Merci beaucoup.